Mon fils m'a demandé 100 000 $ pour son idée de nouvelle entreprise. J'ai dit non. 2 jours plus tard, sa femme m'a offert du café et m'a dit, il est fait spécialement pour vous. Il sentait bizarre. Alors, je l'ai échangé avec celui de sa mère 1 heure plus tard, qui a découvert que parfois les ennemis les plus mortels sont ceux qui dorment sous votre propre toit. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer un seul rebondissement dans ce récit de trahison familiale, de meurtre loué pendant 10 ans et de la vengeance la plus dévastatrice que vous entendrez jamais. Je m'appelle Colin Princewell, et à 68 ans, je pensais comprendre le vrai prix de la richesse. Lorsque vous héritez d'une fortune pétrolière valant 80 millions de dollars de l'empire de votre grand-père, vous apprenez que l'argent ne fait pas que parler. Il crie, ment et parfois tue. Mais je n'aurais jamais imaginé que la plus grande menace pour ma vie viendrait avec le visage de mon fils et m'appellerait maman. Le domaine Princewell s'étendait sur 500 acres de terre texane de premier ordre où des derricks pétroliers pompaient de l'or liquide sous la terre que mon grand-père avait combattu et saigné pour revendiquer. Le manoir lui-même était un témoignage de 3 générations de prospérité, 14 pièces d'acajou sculptées à la main, des lustres en cristal et des tapis persans qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons. C'était beau, imposant et terriblement solitaire depuis la mort de mon mari, Charles, il y a 5 ans, me laissant gérer un empire dont je n'avais jamais voulu. Ce mardi matin d'octobre a commencé comme tous les autres. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les rapports trimestriels de nos différents champs pétrolifères quand j'ai entendu le grondement familier de la BMW de Blake remonter l'allée circulaire. Mon fils de 35 ans venait rarement me voir sans arrière-pensée. Et alors que je le regardais à travers les baies vitrées, je pouvais voir la tension dans ses épaules, même de loin. Blake avait toujours été beau à cette manière des écoles préparatoires privilégiées qui ouvraient des portes et fermaient les esprits. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. La confiance facile de sa jeunesse avait été remplacée par une faim désespérée qui me mettait mal à l'aise. C'était le regard d'un homme qui avait goûté à l'échec et l'avait trouvé amer. Maman, dit-il, faisant irruption dans mon bureau sans frapper, son costume coûteux froissé et ses cheveux, habituellement parfaits, ébouriffés. Il faut qu'on parle. J'ai posé mes lunettes de lecture et j'ai étudié le visage de mon fils. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et il y avait un tremblement dans ses mains qu'il essayait de cacher. Bien sûr, mon chéri. Assieds-toi. Tu as l'air terrible. Merci pour le discours d'encouragement, marmonna Blake, s'effondrant dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau en acajou. Écoute, je vais aller droit au but. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent. On y retourne, pensais-je. Les projets d'entreprise de Blake avaient toujours nécessité mon intervention financière. Sa dernière start-up, une sorte d'application pour évaluer les restaurants, m'avait coûté 300 000 $ avant de s'effondrer de façon spectaculaire. Avant cela, c'était une ligne de vêtements qui n'avait jamais dépassé la phase de conception. Chaque échec était suivi d'explications élaborées sur le timing du marché et la politique des investisseurs, mais le résultat était toujours le même. Mon compte bancaire s'allégeait tandis que les promesses de Blake s'amenuisaient. Combien, demandai-je, bien que je soupçonnais que je ne voulais pas connaître la réponse. 100 000 $. Le chiffre flottait dans l'air entre nous, comme la fumée d'un coup de feu. C'était plus qu'il n'avait jamais demandé auparavant, et la façon dont il l'a dit, comme s'il commandait un café, a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. C'est une somme considérable, Blake. C'est quoi cette entreprise? C'est une start-up technologique, une plateforme de marketing en ligne révolutionnaire qui va tout changer. Ces mots sortirent précipitamment, comme s'il avait répété ce discours devant un miroir. Mon partenaire a des contacts avec des entreprises du Fortune 500, et nous prévoyons des bénéfices à 7 chiffres dès la première année. J'avais déjà entendu des variations de cette chanson, et cela ne se terminait jamais bien. Qui est ton partenaire? Les yeux de Blake évitèrent les miens. Tu ne le connais pas. Il vient de Californie. Il a une formation technique, des antécédents prouvés. Quel est son nom? Maman, pourquoi est-ce important? L'opportunité est ce qui compte ici. L'évasion était révélatrice. En 30 ans d'interrogatoire de témoins en tant que procureur avant de prendre ma retraite, j'avais appris à reconnaître le son des mensonges qui naissent. Blake cachait quelque chose, et quoi que ce soit, cela nécessitait 100 000 $ pour le réparer. Blake, nous avons déjà eu cette conversation, à plusieurs reprises. J'ai soutenu généreusement tes rêves d'entreprise, et aucun d'eux n'a abouti. Peut-être est-il temps que tu essaies de construire quelque chose avec tes propres ressources. La transformation a été immédiate et effrayante. Le visage de Blake s'est assombri,
et ses mains se sont crispées en poing sur ses genoux. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui me rappelait son père, mon ex-mari, qui avait essayé de me manipuler pour me priver de mon héritage avant que je ne divorce de lui il y a 15 ans. Mes propres ressources, la voix de Blake s'éleva presque en cri. Quelles ressources, maman? Je suis en train de me noyer ici. As-tu la moindre idée de ce que c'est de vivre dans l'ombre de tout ça? Il fit un geste sauvage vers le bureau opulent qui nous entourait. Tout le monde s'attend à ce que je réussisse parce que je suis un Prince Well. Mais comment puis-je rivaliser quand tu contrôles tout? Je t'ai donné tous les avantages. Des avantages? Blake rit amèrement. Tu m'as donné juste assez pour échouer de façon spectaculaire, juste assez pour me faire passer pour un gosse de riche gâté qui ne peut pas réussir par lui-même, mais jamais assez pour réellement réussir. L'accusation me piqua parce qu'elle contenait un grain de vérité. J'avais été prudente quant à la quantité d'argent que je donnais à Blake, peut-être trop prudente, mais j'avais vu trop de familles riches détruites par des enfants qui n'avaient jamais appris la valeur du travail. Blake se calma. Discutons de ça rationnellement. Il n'y a rien à discuter. J'ai besoin de cet argent, et j'en ai besoin maintenant. Ce n'est pas une demande, maman. C'est une nécessité. Donne-moi l'argent, maman. Tu vas bientôt mourir de toute façon. J'ai senti mon sang se glacer. Mon fils voulait ma mort. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Ce n'était pas la demande pétulante d'un enfant gâté. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait dangereusement à une menace. La réponse est non, Blake. Je n'investirai pas dans une autre de tes entreprises. Il se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras plus vieille et seule parce que tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Les mots me frappèrent comme une gifle, mais c'était le froid calcul dans ses yeux qui me terrifiait vraiment. Ce n'était plus de la colère. C'était quelque chose de bien pire. Blake, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Es-tu en difficulté? Pendant un instant seulement, son masque glissa complètement. J'y ai vu de la peur, du désespoir et quelque chose qui ressemblait à une véritable panique. Mais ensuite, l'expression froide revint, et il se dirigea vers la porte. Oublie que j'ai demandé, dit-il sans se retourner. Je vais me débrouiller seul. Alors que la BMW de Blake dévalait l'allée, soulevant du gravier et de la poussière, je restais seul dans mon bureau, ayant l'impression d'avoir esquivé une balle que je ne comprenais pas. Quelque chose n'allait pas avec mon fils, et quoi que ce soit, il fallait 100 000 $ pour le résoudre. J'ai décroché le téléphone pour appeler mon détective privé, puis je l'ai reposé. Blake était mon fils, ma chair et mon sang. Quels que soient les problèmes qu'il rencontrait, nous pourrions les résoudre ensemble. Cette décision allait presque me coûter la vie. 2 jours plus tard, Blake revint avec sa femme, Skyler, et j'ai tout de suite su que ce n'était pas une visite sociale. Alors que l'approche précédente de Blake avait été désespérée et directe, celle-ci semblait calculée et stratégique. Ils sont arrivés à exactement 10 heures du matin, pas assez tôt pour paraître trop enthousiaste, pas assez tard pour paraître irrespectueux. Le timing semblait délibéré. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma cuisine pendant qu'ils sortaient de la voiture de Blake. Même de loin, Skyler attirait l'attention. Elle était belle à cette manière pointue et coûteuse qui nécessitait un entretien considérable, des cheveux blonds platine qui bougeaient comme de la soie, des vêtements de créateur qui épousaient parfaitement sa silhouette de mannequin et une aura de confiance qui venait du fait qu'elle savait qu'elle était la personne la plus attirante de n'importe quelle pièce. Blake et Skyler étaient mariés depuis 3 ans, mais je ne me suis jamais senti vraiment à l'aise avec ma belle-fille. Il y avait quelque chose de théâtral dans ses interactions avec moi, comme si elle jouait un rôle plutôt que d'être elle-même. Elle disait toujours exactement ce que les gens voulaient entendre, mais ses yeux restaient calculateurs et froids. Colin, j'espère que ça ne te dérange pas qu'on passe à l'improviste, dit Skyler en entrant dans ma cuisine, portant 2 tasses de café fumantes dans de délicates tasses en porcelaine. Elle se déplaçait avec une grâce étudiée qui donnait à chaque geste l'air d'une performance. Je t'ai apporté quelque chose de spécial. Elle portait une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, et son maquillage était impeccable malgré l'heure matinale. Tout dans son apparence suggérait qu'elle avait passé beaucoup de temps à se préparer pour cette visite. J'ai fait ça juste pour toi, continua Skyler, tendant une des tasses vers moi avec un sourire qui n'était fait que de dents et sans chaleur. C'est un mélange spécial que j'ai pris dans ce café-boutique du centre-ville, des grains éthiopiens avec de la vanille de Madagascar. J'ai pensé que tu aimerais peut-être essayer quelque chose de nouveau.
Le café sentait mauvais. Pas vraiment mauvais, mais âpre et amer avec une odeur chimique sous-jacente qui me rappelait les amandes mélangées à quelque chose de médicinal. Après 30 ans de poursuite contre des criminels, vous développez un instinct pour le danger. Chaque nerf de mon corps criait que quelque chose n'allait pas, mais j'ai gardé une expression neutre. Comme c'est gentil de ta part, ma chère, dis-je, acceptant la tasse tout en étudiant le visage de Skyler. Elle me regardait avec une intensité qui me semblait prédatrice, comme un chat observant une souris approcher d'un piège. Blake s'attardait près de la porte de la cuisine, et j'ai remarqué qu'il ne croisait pas mon regard. Son énergie nerveuse habituelle avait été remplacée par une étrange immobilité qui lui donnait l'air de retenir son souffle. Quand je l'ai regardé, il a rapidement détourné le regard, se concentrant sur son téléphone avec un malaise évident. Blake m'a dit que vous aviez eu une petite dispute l'autre jour, dit Skyler, s'installant gracieusement dans le fauteuil en face de moi avec sa propre tasse, à propos des opportunités d'affaires et du soutien familial. La façon dont elle a dit le soutien familial le faisait sonner comme une obligation plutôt qu'un choix. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas encore pris une gorgée de son café, bien qu'elle m'encourageait à boire le mien. Nous avons eu une discussion sur les limites financières, dis-je prudemment. Blake a une merveilleuse énergie d'entrepreneur, mais je pense qu'il est important pour lui de développer ses propres ressources. Bien sûr, approuva Skyler, son sourire ne faiblissant jamais. L'indépendance est si importante, bien qu'elle puisse être difficile lorsque les membres de la famille ont des perspectives si différentes sur le succès. Lorsque Skyler se tourna légèrement pour jeter un coup d'œil à Blake, je pris une décision en une fraction de seconde qui allait me sauver la vie. Profitant du moment où son attention était détournée, j'ai rapidement échangé nos tasses. C'étaient des tasses en porcelaine blanche identiques, et l'échange a pris moins de 2 secondes. Blake m'a tellement parlé de sa dernière entreprise, dis-je, essayant de voir combien Skyler en savait sur le mystérieux partenaire d'affaires de son mari. Ça a l'air très prometteur. Quelque chose vacilla dans les yeux de Skyler. De la surprise, peut-être, ou de l'agacement. Oui, il est très enthousiaste quant au potentiel. Et son partenaire ? Blake a mentionné quelqu'un de Californie avec une expérience en technologie. Fredonna Skyler d'un ton neutre, portant sa tasse, qui était maintenant ma tasse originale, à ses lèvres. L'innovation est si importante sur le marché d'aujourd'hui. Nous avons bavardé de choses insignifiantes pendant que je faisais semblant de siroter mon café et que je regardais Skyler prendre sa première vraie gorgée. Son visage se tordit légèrement comme si elle avait goûté quelque chose de désagréable, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller avec ce qui ressemblait à de la confusion, mais elle n'a rien dit sur la saveur, ce qui était intéressant. C'est délicieux, mentis-je, posant ma tasse après une autre fausse gorgée. Tu devras me dire où tu as trouvé ce mélange. La boutique sur Elm Street, dit Skyler brusquement, et je pouvais voir son esprit travailler, essayant de traiter quelque chose qui n'avait pas de sens pour elle. Blake vérifiait sa montre de plus en plus fréquemment, et il y avait une tension dans la pièce qui ressemblait à une tempête se préparant à l'horizon. Quoi qu'il soit venu accomplir ici, cela ne se passait pas comme prévu. 20 minutes plus tard, Skyler a commencé à tousser. Cela a commencé comme un petit raclement de gorge poli, mais s'est rapidement transformé en spasmes profonds et violents qui ont secoué tout son corps. Son visage est devenu rouge, puis a commencé à prendre une pâleur grisâtre qui la faisait paraître vraiment malade. Quelque chose ne va pas, halta-t-elle, agrippant le bord de la table alors que la toux empirait. Sa voix devenait rauque et tendue. Je ne peux pas respirer correctement. Blake s'est précipité vers elle depuis sa position près de la porte, son inquiétude semblant sincère, ou du moins bien jouée. Skyler, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une réaction allergique? À l'hôpital? Elle haleta, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Il faut aller à l'hôpital, maintenant. Alors que nous nous précipitions pour nous préparer pour les urgences, Skyler, s'appuyant lourdement sur Blake tout en faisant des bruits de détresse appropriés, une pensée n'arrêtait pas de se répéter dans mon esprit, ce café était destiné à moi, ce qui signifiait que ma belle-fille aimante venait de s'empoisonner avec sa propre arme du crime. L'ironie était si parfaite qu'elle me fit presque sourire. Le trajet jusqu'à l'hôpital Merci Général ressemblait à une scène d'un drame médical, avec les symptômes de plus en plus théâtraux de Skyler et l'inquiétude parfaitement calibrée de Blake. J'étais assise sur la banquette arrière en regardant cette performance se dérouler et j'étais émerveillé par la précision de leur acte. La respiration de Skyler était devenue difficile et rauque. Sa peau était rouge et tachetée, et elle serrait sa gorge comme si elle se battait pour chaque respiration. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais été sincèrement inquiète pour son état.
Mais sachant ce que je savais sur la cible visée par le café, je me suis retrouvé à étudier ses symptômes avec un détachement clinique. « Comment tu te sens, ma chérie ?» demanda Blake pour la 3e fois en 10 minutes, sa voix parfaitement modulée entre l'inquiétude et la panique. « Tiens bon. On est presque arrivé. » Brûlure réussit à halter Skyler entre 2 quintes de toux. Gorge qui brûle. Empoisonnement au cyanure. Réalisé l'odeur d'amande, la détresse respiratoire, la sensation de brûlure. Quelqu'un avait fait ses devoirs. Le cyanure agissait rapidement, était difficile à détecter sans test spécifique et provoquerait exactement les symptômes que Skyler ressentait. Si elle m'avait donné la dose complète prévue pour mon poids, je serais probablement morte maintenant. La salle d'urgence de Merci Générale était un chaos contrôlé avec le mélange habituel d'urgence réelle et d'hypocondriaque qui faisait du triage un tel article. Mais l'état de Skyler était suffisamment dramatique pour attirer l'attention immédiate. « On a besoin d'aide », cria Blake en entrant, soutenant sa femme, qui émettait maintenant des sons d'étouffement qui auraient été alarmants s'ils n'avaient pas été si parfaitement synchronisés. « Ma femme ne peut pas respirer. » L'équipe médicale a réagi avec une efficacité impressionnante. En quelques minutes, Skyler était sur un brancard, branché à des moniteurs et entouré d'infirmières prenant ses signes vitaux et posant des questions rapides. « Quand les symptômes ont-ils commencé ?» demanda le docteur Amanda Rodriguez, un presse-papier à la main et un stéthoscope autour du cou. « Il y a environ 30 minutes, répondit Blake, jouant le rôle du mari inquiet à la perfection. Elle allait bien ce matin, puis a soudainement commencé à tousser et à avoir du mal à respirer. Des allergies connues, des médicaments, des changements récents dans l'alimentation ou l'environnement. Rien, dit Blake. Elle a toujours été en parfaite santé. J'ai observé cet échange avec une fascination croissante. Blake répondait à toutes les questions en douceur, sans jamais hésiter, sans jamais paraître incertain. Soit il était remarquablement calme sous la pression, soit il s'était préparé à exactement ce scénario. Madame Morrison, le docteur Rodriguez s'adressa directement à Skyler. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez juste avant que les symptômes ne commencent ? Café, murmura Skyler, sa voix à peine audible. En train de prendre un café avec. Ses yeux trouvèrent les miens à travers la petite zone d'examen. La façon dont elle dit elle portait une note d'accusation indubitable. Même dans son état censément affaibli, Skyler posait déjà les bases de ce qui allait arriver. Le docteur Rodriguez suivit le regard de Skyler vers moi. « Êtes-vous de la famille ?»« Je suis sa belle-mère, dis-je. Nous prenions un café ensemble quand elle est tombée malade. Avez-vous toutes les deux bu le même café ?»« Similaire, dis-je prudemment. Skyler l'a préparé. 2 tasses du même pot. » Le docteur Rodriguez prit des notes sur son presse-papier, et je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit médical. L'intoxication alimentaire était toujours une possibilité lorsque plusieurs personnes consommaient la même substance. Mais une seule personne tombant malade suggérait soit une réaction allergique, soit quelque chose de plus sinistre. « Nous allons faire des analyses de sang », annonça le docteur Rodriguez. « En attendant, mettons-vous sous oxygène et voyons si nous pouvons vous rendre plus confortable. » Pendant que l'équipe médicale s'occupait de Skyler, Blake se tourna vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. « Maman, je vais rentrer à la maison chercher quelques-unes de ses affaires, pyjama, médicaments. Tu sais comment sont les hôpitaux. »« Bien sûr, mon chéri, dis-je en lui tapotant le bras. Prends ton temps. » Il était intéressant de voir à quel point Blake partait vite, surtout quand sa femme se battait potentiellement pour sa vie. Soit il avait une confiance remarquable dans le personnel médical, soit il avait besoin d'être ailleurs de toute urgence. Je m'installai dans la chaise en plastique inconfortable de la salle d'attente, entouré des sons familiers des urgences médicales et de la souffrance humaine. Les magazines étaient dépassés, le café était terrible et l'éclairage fluorescent donnait à tout le monde un air légèrement mort. C'était le cadre idéal pour contempler une tentative de meurtre. 3 heures plus tard, Blake revint avec un sac de nuit, ayant l'air convenablement épuisé et inquiet. Son timing était impeccable. Il franchit la porte juste au moment où le docteur Rodriguez sortit de la zone de traitement avec des nouvelles. « Nous avons trouvé des traces de cyanure dans son sang », annonça le docteur Rodriguez avec une précision clinique. Cela semble être un empoisonnement délibéré. Je suis tenu par la loi de contacter les autorités. Cyanure ? Le mot flottait dans l'air comme une accusation. Le visage de Blake devint pâle, et il attrapa mon bras comme pour chercher du soutien. Empoisonnement, répéta-t-il, sa voix se brisant avec ce qui ressemblait à un choc sincère.
Mais comment? Qui ferait une chose pareille? Avant que le docteur Rodriguez ne puisse répondre, la voix de Skyler résonna de derrière le rideau, faible mais remarquablement claire pour quelqu'un qui avait été aux portes de la mort. C'est elle qui l'a fait, dit Skyler, son doigt pointant directement vers moi lorsque le rideau fut tiré. Colin a empoisonné mon café. Elle a essayé de me tuer. L'accusation frappa la pièce comme une bombe. Le docteur Rodriguez me regarda avec un mélange de choc et de suspicion, tandis que Blake avait l'air d'avoir été giflé. C'est impossible, dit Blake, mais sa voix manquait de conviction. Maman ne ferait jamais. Elle a fait le café elle-même, continua Skyler, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Elle me l'a tendu personnellement. Elle m'a regardé le boire. Eh bien, voilà la gratitude. Ici, j'avais par inadvertance sauvé sa vie en échangeant les tasses, et elle me rendait l'appareil en essayant de me piéger pour tentative de meurtre. L'ironie était délicieuse, même si les conséquences risquaient d'être graves. Le détective James Morrison est arrivé à l'hôpital dans les 30 minutes suivant l'appel du docteur Rodriguez, ce qui suggère que les affaires de tentative de meurtre recevaient une attention prioritaire dans notre paisible ville du Texas. Il était plus jeune que je ne l'avais prévu, peut-être au début de la quarantaine, avec le genre d'yeux perçants qui ne manquait rien et le comportement patient de quelqu'un qui avait entendu tous les mensonges du livre. Madame Princewell, dit le détective Morrison, se présentant avec une poignée de main ferme, je comprends qu'il y a eu un incident impliquant un empoisonnement. J'aimerais vous parler en privé, si cela ne vous dérange pas. Nous nous sommes déplacés dans une petite salle de consultation au bout du couloir, à l'écart de l'endroit où Skyler recevait encore des soins. La pièce était stérile et sans fenêtre, conçue pour annoncer de mauvaises nouvelles et avoir des conversations inconfortables. Je veux être clair dès le début, commença le détective Morrison, ouvrant son carnet. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, et vous êtes libre de partir à tout moment, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé, l'étrange odeur dans le café, mon instinct d'échanger les tasses, Skyler buvant ce qui était initialement destiné à moi. J'ai gardé mon explication factuelle et directe, comme j'ai appris aux témoins à témoigner pendant mes années en tant que procureur. Madame Princewell, dit le détective Morrison quand j'eus terminé, si vous soupçonniez que le café était dangereux, pourquoi n'avez-vous pas simplement refusé de le boire ou averti Madame Morrison? C'était la question logique, et une question à laquelle je me préparais à répondre depuis le moment où Skyler avait commencé à tousser. Je n'étais pas tout à fait sûr que quelque chose n'allait pas, dis-je. C'était plus un instinct qu'un soupçon concret. J'ai pensé qu'échanger les tasses serait un moyen de tester mes inquiétudes sans créer de drame inutile si j'avais tort. Et quand Madame Morrison est tombée malade, j'ai réalisé que mon instinct avait été correct. Quelqu'un avait essayé de m'empoisonner, et Skyler était accidentellement devenu la victime à la place. Le détective Morrison prit des notes minutieuses, son expression ne révélant rien sur le fait qu'il croyait ou non mon histoire. Qui d'autre savait que vous preniez un café ce matin? Seulement Blake et Skyler. C'était une visite impromptue. Avez-vous subi des menaces récemment? Quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal? J'ai pensé à la demande désespérée d'argent de Blake et à son départ en colère 2 jours plus tôt, mais quelque chose m'a retenu de le mentionner. Quels que soient les problèmes dans lesquels mon fils était impliqué, je voulais les comprendre pleinement avant d'impliquer la police. Rien de spécifique, dis-je. Quand vous avez une richesse importante, vous êtes toujours consciente que certaines personnes pourraient vous considérer comme une cible. Lorsque le détective Morrison a interrogé Blake, je pouvais entendre la conversation à travers les murs minces de la salle de consultation. Les réponses de mon fils m'ont donné des frissons dans le dos. Ma mère s'est comportée étrangement ces derniers temps, dit Blake, sa voix portant clairement à travers le mur. Comme, dit, sa voix portant clairement à travers le mur. Comme dit. Je veux dire, je ne pense pas qu'elle ferait de mal à qui que ce soit, mais elle a été plus paranoïaque que d'habitude. Se méfiant de tout le monde. De quelle manière? Juste des petites choses, posant beaucoup de questions sur les antécédents de Skyler, faisant des commentaires sur les chercheuses d'or et les personnes qui se marient pour l'argent. Je pensais que c'était juste des trucs normaux de belle-mère, mais maintenant. Le doute dans la voix de Blake était indubitable. Mon propre fils était en train de me jeter sous le bus, créant un doute raisonnable sur mon état mental et suggérant que je pourrais être capable d'empoisonner sa femme. A-t-elle déjà exprimé une animosité directe envers votre femme? Elle n'a jamais rien dit d'ouvertement hostile, mais il y a eu des tensions. Maman peut être très autoritaire quand il s'agit de l'argent de la famille. Elle n'aime pas ce qu'elle pense être après sa fortune.
Chaque mot était un couteau soigneusement placé dans mon dos. Blake dressait le portrait d'une vieille femme paranoïaque et autoritaire qui pourrait empoisonner sa belle-fille par jalousie et suspicion. C'était un assassinat de personnage brillant, et cela venait de mon propre enfant. Lorsque le détective Morrison revint m'interroger plus en détail, toute son attitude avait changé. La courtoisie polie et professionnelle avait été remplacée par une suspicion à peine dissimulée. « Madame Princewell, je dois vous poser des questions directes. Avez-vous été préoccupée par les intentions de votre belle-fille concernant la richesse de votre famille ?» La question était clairement basée sur ce que Blake lui avait dit. J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense qu'il est naturel pour tout parent d'être protecteur des biens de sa famille, mais je n'ai jamais eu de raison spécifique de me méfier de Skyler. Votre fils a mentionné que vous vous êtes comporté de manière plus suspecte ces derniers temps. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Je ne crois pas que je me sois comporté différemment de d'habitude. Blake interprète peut-être une prudence normale comme de la suspicion. Le détective Morrison prit d'autres notes, et je pouvais le voir construire un dossier dans son esprit, femme plus âgée et riche, méfiante envers sa jeune belle-fille, antécédent de comportements autoritaires autour de l'argent, opportunité et moyen de commettre un empoisonnement. Madame Princewell, je vais devoir examiner votre domicile dans le cadre de cette enquête. Ai-je votre permission de procéder à une fouille? Je savais que je pouvais refuser et exiger un mandat, mais cela ne ferait que me faire paraître plus coupable. Bien sûr, je n'ai rien à cacher. Nous devrons également examiner tous les ordinateurs, téléphones ou autres appareils susceptibles de contenir des informations pertinentes. Tout ce dont vous avez besoin, détective. Alors que nous nous préparions à quitter l'hôpital, j'ai jeté un dernier coup d'œil à Skyler à travers l'ouverture du rideau de sa chambre. Elle était assise sur son lit, ne semblant plus lutter pour respirer, engagée dans une conversation tranquille avec une infirmière. Quand elle m'a vu regarder, elle m'a adressé un petit sourire satisfait qui m'a glacé le sang. Ce sourire m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas fini. En fait, ça ne faisait que commencer. La fouille de mon domicile a été minutieuse, professionnelle et totalement dévastatrice. Le détective Morrison est arrivé avec une équipe médico-légale complète et un mandat qui leur donnait la permission d'examiner chaque centimètre de ma propriété. J'ai regardé depuis mon salon pendant que des étrangers en gants de latex fouillaient mes biens les plus personnels, à la recherche de preuves que j'étais une meurtrière en puissance. Nous apprécions votre coopération, Madame Princewell, dit le détective Morrison alors que son équipe se dispersait dans toute la maison. Cela ne devrait prendre que quelques heures. Je me suis assise dans mon bureau, la même pièce où Blake avait exigé de l'argent à peine 3 jours plus tôt, et j'ai essayé de comprendre à quelle vitesse ma vie avait dégénéré. Il y a 72 heures, j'étais une riche veuve vivant tranquillement dans le domaine de sa famille. Maintenant, j'étais la principale suspecte dans une affaire de tentative de meurtre. L'équipe médico-légale travaillait avec une précision méthodique, photographiant tout, recherchant les empreintes digitales et prélevant des échantillons de surface dans toute la maison. Ils ont accordé une attention particulière à la cuisine où Skyler affirmait avoir préparé le café empoisonné. Madame, appela l'un des techniciens depuis la cuisine, pouvez-vous nous montrer où sont rangées les provisions de café? Je les ai conduits au garde-manger où ma gouvernante gardait divers grains de café, filtres et accessoires. Tout me semblait normal, mais les techniciens traitaient chaque article comme une preuve potentielle, en sachant et étiquetant soigneusement tout ce qui aurait pu entrer en contact avec du poison. Qu'en est-il des produits de nettoyage? Demanda le détective Morrison. Quelque chose qui pourrait contenir des composés chimiques? Je leur ai montré la buanderie où nous gardions les produits chimiques ménagers habituels, eau de javel, ammoniac, déboucheurs de canalisation et diverses autres substances toxiques que l'on pouvait trouver dans n'importe quelle maison. Encore une fois, ils ont tout photographié et échantillonné. 2 heures après le début de la fouille, j'ai entendu l'un des techniciens appeler depuis la salle de bain des invités à l'étage. Détective Morrison, vous devez voir ça. L'excitation dans sa voix me fit serrer l'estomac. J'ai suivi le détective Morrison à l'étage, craignant ce qu'il pourrait avoir trouvé. Dans la salle de bain des invités, une pièce que j'utilisais rarement et dans laquelle je n'étais même pas entré depuis des semaines, ils ont découvert un petit flacon en verre caché derrière l'armoire à pharmacie. Le flacon contenait des traces d'un liquide clair, et à côté se trouvait une liste manuscrite qui comprenait le nom de Skyler ainsi que ce qui semblait être des calculs de dosage. Madame Princewell, dit le détective Morrison, tenant un sac de preuves contenant le flacon et la liste, pouvez-vous expliquer ces objets? J'ai regardé les preuves, sentant le monde basculer autour de moi. L'écriture sur la liste ressemblait remarquablement à la mienne,
bien que je n'ai aucun souvenir d'avoir écrit quelque chose de tel. Le flacon m'était complètement inconnu. Je n'ai jamais vu aucun de ces objets auparavant, dis-je, ma voix semblant étrange et lointaine à mes propres oreilles. C'est votre écriture, n'est-ce pas, insista le détective Morrison, me montrant la liste de plus près. En la regardant attentivement, je devais admettre qu'elle ressemblait à mon écriture, la formation des lettres, la façon particulière dont je croisais mes T et pointais mes I. Quiconque avait écrit cela avait soit étudié mon écriture en détail, soit. Détective Morrison, dis-je lentement, je dois vous dire quelque chose d'important. Pendant que nous étions à l'hôpital ce matin, Blake est parti pendant plusieurs heures pour récupérer les affaires de Skyler chez eux. Il aurait eu accès à ma maison pendant ce temps. Vous suggérez que votre fils a planté ses preuves. Les mots sonnaient fous même en les disant, mais je ne pouvais pas ignorer la chronologie évidente. Je dis que quelqu'un ayant accès à ma maison et connaissant mon écriture aurait pu placer ces objets ici pendant que nous étions à l'hôpital. Le détective Morrison m'étudia attentivement. Madame Princewell, c'est une accusation très grave à porter contre votre propre fils. Ce n'est pas une accusation. C'est une observation sur l'opportunité et l'accès. Mais même en le disant, je pouvais voir le doute dans les yeux du détective Morrison. La mère en deuil prise en flagrant délit avec des preuves de tentative de meurtre, essayant de blâmer son fils innocent. C'était exactement le genre de déviation désespérée que les personnes coupables tentaient lorsqu'elles étaient acculées. Nous allons emmener ces objets pour analyse, dit le détective Morrison, scellant les sacs de preuves avec des échantillons de votre écriture à des fins de comparaison. Bien sûr, Madame Princewell, je dois vous demander, possédez-vous des armes à feu? La question me prit au dépourvu. Oui, j'ai un pistolet dans mon coffre-fort de chambre. Pourquoi? Nous devrons examiner cela aussi. Je les ai conduits à ma chambre et j'ai ouvert le coffre-fort, révélant un revolver de calibre .38 que Charles avait insisté pour que je garde pour ma protection. L'arme était exactement là où je l'avais laissée, et je ne pouvais pas imaginer comment elle pouvait être liée à une affaire d'empoisonnement. Cette arme a-t-elle été utilisée récemment? Demanda le détective Morrison. Pas depuis plus d'1 an. Je l'emmène occasionnellement au stand de tir pour m'entraîner, mais je ne l'ai pas fait depuis des mois. Ils ont quand même emballé l'arme, avec la boîte de munitions du coffre-fort. Je commençais à comprendre que dans une enquête criminelle, tout était potentiellement pertinent jusqu'à preuve du contraire. Alors que l'équipe de recherche terminait son travail, le détective Morrison me prit à part pour une dernière conversation. Madame Princewell, sur la base de ce que nous avons trouvé aujourd'hui, je dois vous informer que vous êtes maintenant considérée comme une personne d'intérêt dans cette affaire. Je vous recommande vivement de contacter un avocat. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour le moment, mais je vous conseille de ne pas quitter la ville sans en informer mon bureau. Après le départ de la police, j'ai traversé ma maison, la voyant avec de nouveaux yeux, des pièces qui avaient été photographiées et fouillées, des surfaces qui avaient été dépoussiérées à la recherche d'empreintes digitales, des possessions qui avaient été examinées à la recherche de preuves d'intention criminelle. Mon sanctuaire avait été violé, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Mais plus que cela, je sentais le poids de la trahison se poser sur mes épaules comme une couverture de plomb. Quelqu'un avait planifié cela avec soin, plantant des preuves qui pointeraient directement vers moi tout en créant une couverture parfaite. Et la seule personne qui avait eu l'opportunité, l'accès et la connaissance nécessaires pour le faire était mon propre fils. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau avec un verre de vin, fixant les dériques pétroliers visibles à travers ma fenêtre. Les pompes mécaniques continuaient leur rythme régulier, extrayant la richesse de la terre, comme elles l'avaient fait pendant 3 générations. Mais pour la première fois depuis que j'avais hérité de cet empire, je me suis demandé s'il mourrait avec moi. Blake n'avait pas seulement essayé de me voler. Il avait essayé de m'assassiner et de me faire accuser de la tentative de meurtre de sa femme. La complexité et la cruauté du plan me coupaient le souffle. Mais il avait commis une erreur cruciale, il avait sous-estimé sa mère. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Harrison Cole à l'appareil. Harrison, c'est Colin. J'ai besoin de ton aide. Quelqu'un essaie de me détruire, et je pense que c'est peut-être mon propre fils. Harrison Cole avait été mon plus proche collègue pendant mes 25 années en tant que procureur, et plus important encore, il était la seule personne qui comprenait vraiment comment mon esprit fonctionnait. Si quelqu'un pouvait m'aider à traverser ce cauchemar, ce serait lui, dit Harrison, sa voix passant immédiatement à la concentration vive dont je me souvenais de nos jours au tribunal. Dis-moi tout. N'oublie pas un seul détail.
Harrison écouta sans interruption pendant que j'expliquais toute la séquence des événements, la demande désespérée d'argent de Blake, le café empoisonné, les preuves commodes plantées dans ma maison et la trahison calculée de Blake pendant les entretiens avec la police. Jésus-Christ, dit Harrison quand j'eus terminé, si Blake est derrière tout ça, nous avons affaire à des accusations de tentative de meurtre et de complot. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Je sais, la question est de savoir comment le prouver. Tout d'abord, vous avez besoin d'une représentation de défense pénale immédiatement. Je vais appeler Marcus Webb. C'est le meilleur avocat de la défense de l'État, et il me doit une faveur de l'affaire Anderson. Harrison, il y a autre chose. Je pense que Blake pourrait avoir de sérieux problèmes avec des gens dangereux. La façon dont il a exigé cet argent, le désespoir dans sa voix, cela ressemble à plus qu'une autre entreprise ratée. Quel genre de problème? Je ne sais pas encore, mais je veux le savoir. Si Blake est impliqué avec des criminels, cela pourrait expliquer pourquoi il est prêt à commettre un meurtre pour de l'argent d'héritage. Harrison resta silencieux pendant un moment, et je pouvais presque l'entendre réfléchir. J'ai encore des contacts dans les forces de l'ordre. Laisse-moi faire des enquêtes discrètes sur les activités récentes de Blake. Mais en attendant, tu dois supposer que tu es sous surveillance. Tout ce que tu fais, partout où tu vas, à qui tu parles, la police te surveillera. Je comprends. Et sois très prudente autour de Blake et Skyler. S'ils sont prêts à commettre un meurtre une fois, ils n'hésiteront pas à réessayer. Marcus Webb arriva chez moi ce soir-là, portant une mallette et le genre d'expression sérieuse que les avocats de la défense arboraient lorsque leurs clients avaient de gros ennuis. Il était plus jeune que je ne l'avais prévu, peut-être au début de la cinquantaine, mais Harrison m'assura que son âge était compensé par son intelligence et son absence totale d'éthique lorsqu'il s'agissait de protéger ses clients. Madame Princewell, dit Marcus, s'installant dans mon bureau comme s'il était chez lui, Harrison m'a mis au courant de votre situation. Vous êtes en danger juridique important, mais le dossier contre vous présente des faiblesses intéressantes, comme le calendrier. Premièrement, l'empoisonnement semble avoir été planifié à l'avance, mais vous n'aviez aucun moyen de savoir que Blake et Skyler vous rendraient visite ce matin. Si vous aviez prévu d'empoisonner votre belle-fille, vous auriez besoin d'un préavis de sa présence. À moins que l'accusation ne soutienne que j'avais prévu d'empoisonner Blake et que Skyler était un accident. Oui, il pourrait soutenir cela. Mais il y a un autre problème avec leur dossier, le mobile, c'est-à-dire pourquoi voudriez-vous tuer Blake? C'est votre fils et votre seul héritier. Sa mort compliquerait en fait considérablement votre planification successorale. J'ai pensé à la police d'assurance vie que je soupçonnais d'exister, mais j'ai décidé de garder cette information pour moi pour l'instant. Qu'en est-il de Skyler? Il pourrait soutenir que je voulais l'éliminer pour protéger l'héritage de Blake. Possiblement, mais c'est un faible motif de meurtre. Les familles riches gèrent les conjoints intéressés par l'argent grâce à des contrats de mariage et des fiducies, pas avec du poison. Marcus ouvrit sa mallette et en sortit un bloc-notes juridique. Parlez-moi des preuves qu'ils ont trouvées dans votre maison, le flacon et la liste manuscrite. J'ai décrit les objets en détail, soulignant à quel point l'écriture ressemblait à la mienne, mais que je n'avais aucun souvenir d'avoir créé la liste. Marcus prit des notes minutieuses, posant occasionnellement des questions de clarification sur le calendrier et l'accès de Blake à ma maison. Les preuves plantées sont en fait notre défense la plus solide, dit Marcus. C'est presque trop pratique. Les vrais empoisonneurs ne laissent généralement pas de confession signée avec le nom de leur victime et des calculs de dosage. Quelle est notre prochaine étape? Nous devons enquêter sur Blake et Skyler indépendamment. S'ils dirigent une escroquerie, il y aura des preuves, des dossiers financiers, des schémas de communication, peut-être même des victimes précédentes. Des victimes précédentes? Marcus se pencha en arrière sur sa chaise, m'étudiant attentivement. Si votre fils est prêt à assassiner sa propre mère pour de l'argent d'héritage, ce n'est probablement pas son premier rodéo. Les gens ne sautent généralement pas directement au matricide sans gravir les échelons par le biais de délits plus petits. La pensée envoya de la glace dans mes veines. Vous pensez qu'ils ont déjà fait ça? Je pense que nous devons le découvrir. Harrison fait déjà des vérifications d'antécédents sur les deux. S'il y a des signaux d'alarme dans leur passé, nous les trouverons. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque son dans la maison me faisait sursauter. Chaque ombre semblait menaçante. J'avais installé un système de sécurité à la pointe de la technologie il y a des années, mais savoir que mon fils avait des clés et des codes d'accès le rendait inutile. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu une voiture dans mon allée.
de la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir la BMW de Blake garée près de la porte d'entrée. Je l'ai regardé s'asseoir sur le siège du conducteur pendant plusieurs minutes, passant des appels téléphoniques et paraissant agité. Finalement, il est sorti et s'est approché de la maison. Au lieu d'utiliser sa clé, il a frappé doucement à la porte d'entrée. Quand je n'ai pas répondu, il a essayé la poignée et l'a trouvée verrouillée. Il a fait le tour de la maison, testant les fenêtres et vérifiant les autres points d'entrée. Ce n'était pas le comportement d'un fils inquiet vérifiant l'état de sa mère, c'était de la reconnaissance. Après 20 minutes, Blake a abandonné et est reparti. J'ai immédiatement appelé Marcus Webb. Il était en train de repérer la maison, dis-je à Marcus, cherchant des moyens d'entrer sans utiliser sa clé. Avez-vous enregistré quoi que ce soit? Les caméras de sécurité auraient dû tout capturer. Parfait. Ne touchez pas à ces enregistrements. Nous en aurons besoin si cette affaire va au procès. Le lendemain matin apporta de plus mauvaises nouvelles. Le détective Morrison a appelé pour m'informer que les résultats médico-légaux préliminaires avaient confirmé mes empreintes digitales sur le flacon de poison et que l'analyse de l'écriture était cohérente avec mes échantillons d'écriture. Madame Princewell, dit le détective Morrison, je dois vous demander de venir au poste pour un interrogatoire supplémentaire. Vous avez le droit de faire appeler votre avocat, dit Marcus. Il se déplace plus vite que je ne m'y attendais, dis-je. On a l'impression qu'il se prépare à une arrestation. Nous devons accélérer notre propre enquête. Cet après-midi-là, alors que Marcus et moi étions assis dans la salle d'attente du poste de police, j'ai senti les murs se refermer autour de moi. Les preuves contre moi étaient circonstancielles mais convaincantes. J'avais un mobile, protéger la richesse familiale, des moyens, accès au poison, et une opportunité, préparer le café. Les preuves plantées ont fourni l'arme du crime qui convaincrait un jury de ma culpabilité. Madame Princewell, dit le détective Morrison lorsque nous avons finalement été appelés dans la salle d'interrogatoire, nous avons reçu des résultats médico-légaux supplémentaires dont je pense que vous devriez être au courant. Marcus se pencha légèrement en avant. Quel genre de résultats? Le poison trouvé dans le sang de Madame Morrison correspond exactement à la substance contenue dans le flacon récupéré au domicile de Madame Princewell. Nous avons également trouvé des traces de la même substance sur une tasse de café dans la cuisine de Madame Princewell. Mon cœur se serra. Ils avaient trouvé des preuves physiques me reliant directement au crime. Même si je pouvais prouver que les preuves avaient été plantées, il serait difficile de convaincre un jury que quelqu'un avait fait des efforts aussi élaborés pour me piéger. Détective Morrison, dit Marcus avec douceur, ma cliente maintient son innocence. Ces preuves sont clairement le résultat d'une contamination ou d'une altération. Par qui? Par le véritable auteur qui avait accès au domicile de Madame Princewell pendant qu'elle était à l'hôpital. Le détective Morrison avait l'air sceptique. Vous suggérez que quelqu'un d'autre a empoisonné Madame Morrison, puis a cambriolé la maison de Madame Princewell pour y planter des preuves. Je suggère que le calendrier et les circonstances ne corroborent pas la conclusion que ma cliente est coupable de ce crime. Mais je pouvais voir dans les yeux du détective Morrison qu'il s'était déjà fait une opinion. Pour lui, j'étais une vieille femme riche qui avait essayé d'assassiner sa belle-fille et qui essayait maintenant désespérément de blâmer son fils innocent. Madame Princewell, dit le détective Morrison, sur la base des preuves que nous avons recueillies, je vous place en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Alors que les menottes se refermaient autour de mes poignets, j'ai regardé Marcus et j'ai vu mes propres craintes se refléter dans ses yeux. Blake et Skyler avaient parfaitement joué le jeu, et j'étais sur le point d'en payer le prix pour avoir sous-estimé ma propre famille. Mais alors qu'ils me conduisaient vers la voiture de patrouille, une pensée m'empêcha de désespérer, ils avaient commis une erreur cruciale, ils m'avaient laissé en vie. Et tant que je respirais, je n'avais pas fini de me battre. La prison du comté était tout ce que j'avais prévu et pire, des murs de béton gris, un éclairage fluorescent qui donnait à chacun un air mort et le bruit constant des portes métalliques qui claquaient. J'avais envoyé suffisamment de criminels dans des endroits comme celui-ci au cours de ma carrière, mais en faire l'expérience de première main était profondément différent. Ma compagne de cellule était une femme nommée Maria Santos, arrêtée pour fraude de chèques, et étonnamment philosophique à propos de l'expérience. Première fois, demanda-t-elle alors que j'essayais de m'installer confortablement sur la couchette étroite. Malheureusement, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Il pense que j'ai essayé d'empoisonner ma belle-fille. Maria siffla doucement. Drame familial. C'est toujours le genre de crime le plus compliqué. Je ne l'ai pas fait. Chérie, tout le monde ici ne l'a pas fait. Mais la vraie question est de savoir si tu peux prouver que tu ne l'as pas fait?
C'était exactement la question qui me tenait éveillé la nuit. Marcus m'avait averti qu'il était beaucoup plus difficile de prouver l'innocence que d'établir un doute raisonnable, surtout lorsque les preuves étaient aussi apparemment solides que celles qu'ils avaient rassemblées contre moi. L'audience de mise en liberté sous caution était fixée à lundi matin, dans 3 jours. Marcus était convaincu qu'il pouvait me faire libérer, mais l'accusation soutenait que je risquais de fuir en raison de ma richesse substantielle et que je représentais un danger pour les témoins potentiels. Le procureur traite cette affaire comme une affaire très médiatisée, expliqua Marcus lors d'une de ses visites. Il pense que condamner une riche héritière pétrolière sera une bonne publicité. Qu'en est-il de notre enquête sur Blake et Skyler? Harrison fait des progrès, mais c'est lent. Nous avons confirmé que Blake a des dettes de jeu importantes, plus de 300 000 $ auprès de personnes très peu recommandables. Cela lui donne un mobile clair pour avoir besoin d'argent rapidement. 300 000 $. Le chiffre m'a stupéfié. Comment a-t-il accumulé ce genre de dettes? Des parties de poker à enjeux élevés, des paris sportifs, une sorte de spéculation sur les crypto-monnaies qui a mal tourné. Le fait est qu'il était assez désespéré pour faire quelque chose de radical. Qu'en est-il de Skyler? L'expression de Marcus s'assombrit. C'est là que ça devient intéressant. Skyler Morrison n'existe pas. J'ai senti mon pouce accélérer. Qu'est-ce que tu veux dire? L'identité est fausse, créée il y a environ 4 ans avec des documents contrefaits et un faux parcours. Harrison a retrouvé sa véritable identité, une femme nommée Victoria Sterling qui a un casier judiciaire dans 3 États. Quel genre de casier? Usurpation d'identité, fraude, tenez-vous bien, implication suspectée dans la mort suspecte d'un homme âgé en Arizona. L'affaire n'a jamais été poursuivie en raison du manque de preuves, mais le schéma est clair. Soudain, tout a pris son sens. Blake n'avait pas seulement épousé une belle femme, il avait épousé une criminelle professionnelle spécialisée dans exactement le genre d'escroquerie qu'ils ont essayé de me faire. Alors, tout cela était prévu depuis le début. On dirait bien. Victoria a probablement ciblé Blake en raison de la richesse de sa famille, puis l'a manipulé pour l'aider à avoir accès à vous. Mais pourquoi essayer de me tuer? Pourquoi ne pas simplement attendre que je meure naturellement et hériter de tout? Marcus sortit un dossier de sa mallette. Parce que Blake n'est plus votre héritier. Je le regardais avec confusion. De quoi parles-tu? Harrison a fait des recherches sur votre planification successorale. Il y a 3 mois, vous avez mis à jour votre testament pour créer une fondation caritative au lieu de tout léguer à Blake. Si vous mouriez aujourd'hui, Blake n'hériterait de rien. Le souvenir me revint en mémoire. J'étais préoccupé par les habitudes de dépenses de Blake et sa série d'entreprises ratées. Mon avocat successoral avait suggéré de créer une fondation qui fournirait à Blake un revenu confortable tout en garantissant que l'essentiel de la fortune principale soit utilisé à des fins caritatives. Blake est au courant du changement de testament, continua Marcus. Le bureau de votre avocat a confirmé que Blake a appelé pour s'enquérir de vos plans successoraux il y a environ 6 semaines. Alors, il savait que me tuer ne lui rapporterait pas l'héritage, n'est-ce pas? Mais si vous étiez reconnu coupable d'avoir tenté d'assassiner Skyler, le testament pourrait être contesté pour cause d'incompétence mentale ou de comportement criminel. Blake pourrait soutenir que vous n'étiez pas saine d'esprit lorsque vous avez changé le testament. La complexité de leur plan était stupéfiante. Ils n'avaient pas seulement essayé de me tuer. Ils ont essayé de détruire ma réputation et ma compétence mentale afin que Blake puisse hériter de ma fortune même après que je l'eusse spécifiquement déshérité. Il y a plus, dit Marcus. Nous avons trouvé des preuves que Blake a contracté des prêts sur son héritage attendu. Il doit de l'argent à plusieurs prêteurs légitimes et à certains très illégitimes. S'il n'hérite pas de votre succession, il n'est pas seulement fauché, il est en danger physique de la part des personnes à qui il doit de l'argent. Exactement. Ce ne sont pas le genre de créanciers qui acceptent les plans de paiement. J'ai passé cette nuit à regarder le plafond de ma cellule, traitant toute l'étendue de la trahison de Blake et Victoria. Mon fils n'était pas seulement capable de tout, mais la connaissance était un pouvoir, et maintenant j'avais les munitions dont j'avais besoin pour riposter. Maria, dis-je à ma compagne de cellule vers 2 heures du matin, que sais-tu de la vengeance sur les personnes qui essaient de détruire ta vie? Elle se retourna et me regarda avec un nouvel intérêt. Chérie, cela dépend de jusqu'où tu es prête à aller et de combien d'argent tu as à dépenser. J'ai plus d'argent que je ne sais qu'en faire, et après ce qu'ils m'ont fait subir, je suis prête à aller assez loin. Maria sourit, et ce n'était pas une expression agréable. Dans ce cas,
toi et moi devons avoir une conversation très intéressante. L'audience de mise en liberté sous caution était un cirque médiatique. Des fourgonnettes de presse bordaient la rue devant le palais de justice, et des journalistes criaient des questions tandis que Marcus m'escortait à travers la foule. Héritière pétrolière accusée d'empoisonner sa belle-fille était le titre de toutes les chaînes de télévision locales, et je pouvais voir l'histoire se répandre dans les médias nationaux. Blake et Skyler étaient dans la salle d'audience, assis au premier rang avec leur avocat. Skyler avait l'air convenablement fragile et victimisé tandis que Blake jouait le rôle du fils dévasté déchiré entre sa loyauté envers sa mère et la justice pour sa femme. La juge Patricia Williams a présidé l'audience avec l'efficacité pragmatique dont je me souvenais de mes jours de procureur. Elle a écouté les arguments des deux parties, examiné les preuves et fixé la caution à 2 millions de dollars, suffisamment élevée pour faire une déclaration, mais pas si élevée pour être punitive. L'accusé remettra son passeport et se soumettra à une surveillance électronique, annonça la juge Williams. Elle ne doit avoir aucun contact avec la victime présumée ou tout témoin dans cette affaire. Alors que j'étais traité pour la libération, Marcus me prit à part avec une nouvelle urgente. Harrison a trouvé quelque chose de gros, dit-il tranquillement. Le vrai nom de Victoria Sterling est Rebecca Martinez, et elle est recherchée par le FBI pour une série de crimes similaires dans plusieurs États. Le FBI ? Elle mène cette arnaque depuis plus d'une décennie. Des victimes âgées en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas et en Californie. Toujours le même schéma, se marier avec de l'argent, tuer le conjoint, hériter de la richesse et du domaine. Combien de victimes ? Au moins 7 que nous pouvons confirmer, peut-être plus. L'étendue de l'entreprise criminelle de Victoria était stupéfiante. Elle n'était pas seulement une escroc, elle était une tueuse en série qui avait transformé le meurtre en un modèle commercial. Où est-elle maintenant ? C'est le problème. Après votre arrestation, Blake et Victoria ont tous deux disparu. Leur maison est vide, les comptes bancaires sont fermés et personne ne sait où ils sont allés. Mon sang se glaça. Ils s'enfuient. On dirait bien. Mais voici le truc, nous avons été en contact avec le FBI, et ils sont très intéressés à attraper enfin Rebecca Martinez. Ils sont prêts à travailler avec nous. Qu'est-ce que cela signifie pour mon affaire ? Si nous pouvons prouver que Rebecca Martinez s'est empoisonnée dans le cadre d'un montage élaboré, vos accusations seront abandonnées immédiatement. Mais nous devons la trouver d'abord. Ce soir-là, j'étais assise dans mon bureau avec un bracelet de surveillance électronique à la cheville, me sentant comme une prisonnière dans ma propre maison. L'attention médiatique avait été accablante, des journalistes campant à l'extérieur de mes portes, des hélicoptères tournant au-dessus de nos têtes et un flux constant d'appels téléphoniques de journalistes voulant connaître ma version de l'histoire. J'ai refusé toutes les interviews, mais j'ai regardé la couverture avec une colère croissante. Blake donnait des déclarations soigneusement orchestrées à des journalistes sympathiques, se dépeignant comme le fils tragique d'une mère mentalement instable qui avait finalement craqué sous la pression du vieillissement et de la richesse. Ma mère est de plus en plus paranoïaque depuis un an, dit Blake à Channel 5 News. Elle a porté des accusations contre plusieurs membres de la famille et amis, affirmant qu'ils en veulent à son argent. Je pense que le stress lié à la gestion d'une succession aussi importante a affecté son jugement. C'était une performance magistrale conçue pour soutenir la théorie de l'accusation selon laquelle je souffrais d'un déclin mental lié à l'âge qui avait conduit à un comportement irrationnel et violent. Mais Blake avait commis une erreur cruciale. Dans son empressement à apparaître à la télévision, il a révélé que Victoria et lui étaient toujours dans la région. L'interview avait été menée dans un hôtel local, ce qui signifiait qu'il n'avait pas fui aussi loin que nous l'avions pensé. J'ai immédiatement appelé Marcus. Avez-vous vu l'interview de Blake ? Je l'ai vu. Harrison travaille déjà avec le FBI pour retracer leur emplacement. Marcus, je veux en finir avec ça, tout ça. J'en ai assez d'être réactive. Il est temps de passer à l'offensive. Que aviez-vous en tête ? J'y pense depuis ma conversation avec Maria en prison. Je veux tendre un piège, m'utiliser comme appât pour les attirer au grand jour. Colin, c'est incroyablement dangereux. Si Rebecca Martinez est prête à commettre un meurtre, elle n'hésitera pas à réessayer. C'est exactement ce sur quoi je compte. Le plan que j'ai exposé à Marcus était élégant dans sa simplicité. Nous divulguerions des informations suggérant que j'avais caché des preuves qui pourraient prouver mon innocence, des documents ou des enregistrements qui prouveraient que Blake et Victoria m'avaient piégé. L'appât serait irrésistible pour eux car, tant que ces preuves existeraient, ils ne seraient jamais en sécurité. Ils devront me poursuivre, expliquai-je, soit pour voler les preuves,
soit pour me tuer avant que je puisse les utiliser. Et quand ils le feront, le FBI attendra. Marcus resta silencieux pendant un long moment. C'est soit brillant, soit suicidaire. Je ne suis pas sûr de savoir lequel. Après ce qu'ils m'ont fait subir, je ne suis pas sûr que ça m'importe. La fuite a été soigneusement orchestrée par le biais des contacts médiatiques de Harrison. Le lendemain matin, des rumeurs circulaient selon lesquelles Colin Princewell avait découvert des preuves prouvant son innocence et prévoyait de les présenter aux autorités dans les 48 heures. L'histoire était suffisamment vague pour être crédible, mais suffisamment précise pour créer une urgence. Si Blake et Victoria pensaient que j'avais des preuves qui pourraient les exposer, ils devraient agir rapidement. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils viennent à moi. L'attente était la partie la plus difficile. Pendant 2 jours, j'ai accompli les tâches de la vie normale tout en portant un micro et en sachant que des agents du FBI étaient positionnés autour de ma propriété. Chaque appel téléphonique pouvait être le prélude à une embuscade. Chaque visiteur pouvait être un assassin potentiel. Marcus avait voulu m'évacuer dans une maison sûre, mais j'avais insisté pour rester au domaine. Si Blake et Victoria allaient agir, ce serait sur un terrain familier où ils se sentiraient en confiance et où je paraîtrais vulnérable. Le 3e soir, ils ont mordu à l'hameçon. J'étais dans mon bureau faisant semblant de revoir des documents alors que je lisais en fait un roman lorsque les détecteurs de mouvement ont détecté un mouvement près de l'arrière de la maison. Le FBI avait installé du matériel de sécurité supplémentaire qui les alerterait de toute intrusion, mais j'étais seul jusqu'à ce qu'ils puissent répondre. Blake apparut en premier, se glissant à travers les portes-fenêtres qui menaient du jardin à mon salon. Il se déplaçait avec une furtivité étudiée, clairement familier avec l'aménagement de la maison et les angles morts de sécurité. Victoria suivit un instant plus tard, portant ce qui ressemblait à un petit sac médical. Je suis resté dans mon bureau, mais je pouvais entendre leur conversation chuchoter à travers les murs minces. Où les cacherait-elle, demanda Victoria, sa voix portant un léger accent qui n'était pas présent lorsqu'elle jouait le rôle de douce belle-fille. Probablement dans le coffre-fort, répondit Blake. Elle y garde tous ses documents importants. Quelle est la combinaison? Mon anniversaire. Elle est sentimentale comme ça. Il se déplaçait dans ma maison comme s'il la possédait, à la recherche méthodique de preuves qui n'existaient pas. Je pouvais entendre des tiroirs s'ouvrir, des papiers être mélangés et l'occasionnelle malédiction quand il revenait les mains vides. Blake, dit Victoria après 20 minutes de recherches infructueuses, es-tu sûr qu'elle a quelque chose? Cela pourrait être un piège. Elle doit avoir quelque chose. Comment aurait-elle su échanger les tasses de café? Peut-être qu'elle a eu de la chance. Non, ma mère est trop intelligente pour la chance. Elle a compris quelque chose, et maintenant elle prévoit de l'utiliser contre nous. Le respect réticent dans la voix de Blake aurait pu être flatteur dans des circonstances différentes. Même après avoir essayé de me tuer, il reconnaissait toujours qu'il avait sous-estimé son adversaire. Nous devons la trouver, dit Victoria. La forcer à nous dire où c'est, et ensuite nous terminons ce que nous avons commencé. Ils m'ont trouvé exactement là où je voulais qu'ils me trouvent, assise dans mon bureau, le dos à la porte, apparemment absorbée par la lecture de documents. Blake entra en premier, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui pensait avoir le dessus. « Bonjour, maman. » Je me suis retourné lentement, laissant la surprise et la peur se montrer sur mon visage. « Blake, que fais-tu ici? Tu n'es pas censé me contacter. » Nous devons parler, dit Blake, tandis que Victoria se positionnait près de la porte pour bloquer toute tentative d'évasion, des preuves que vous pensez avoir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Victoria s'avança, et je vis qu'elle tenait une seringue. Madame Princewell, nous savons que vous avez quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Dites-nous où c'est, et ce sera rapide et indolore. Le masque était complètement tombé maintenant. L'accent doux du sud de Victoria avait été remplacé par quelque chose de plus dur et de plus dangereux. C'était Rebecca Martinez, la tueuse professionnelle, et elle avait fini de faire semblant d'être autre chose. Il n'y a pas de preuve, dis-je, laissant ma voix trembler de ce qui semblait être de la terreur. Je l'ai inventé. Je pensais que si les gens croyaient que j'avais des preuves de mon innocence, ils pourraient examiner plus attentivement ce qui s'est réellement passé. Blake et Victoria échangèrent des regards. Tu mens, dit Blake. Elle ne ment pas, répondit Victoria, étudiant mon visage avec une évaluation professionnelle. Elle dit la vérité. Il n'y a pas de preuves. Alors pourquoi sommes-nous ici? Victoria sourit, et c'était l'expression la plus terrifiante que j'ai jamais vue.
Parce que maintenant nous savons avec certitude qu'elle n'a rien contre nous, ce qui signifie que nous pouvons terminer ça correctement. Elle leva la seringue, et je vis ma mort se refléter dans ses yeux froids. Attends, dis-je, ma voix à peine un murmure. Avant de me tuer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi? Est-ce que tout cela était réel? Est-ce que Blake m'a vraiment aimé un jour, ou était-ce toujours une question d'argent? Le visage de Blake se tordit avec quelque chose qui aurait pu être une émotion authentique. Maman, il aime ton argent. Victoria l'interrompit. Tout comme moi, tout comme tous ceux qui ont jamais prétendu se soucier de toi. C'était la chose la plus cool qu'elle aurait pu dire, et c'était exactement ce que j'avais besoin qu'elle dise. Merci, dis-je tranquillement, de m'avoir dit la vérité. Victoria fronça les sourcils, confuse par ma réponse. Cette confusion dura exactement assez longtemps pour que les agents du FBI fassent irruption simultanément par toutes les entrées de mon bureau. FBI, les mains en l'air où nous pouvons les voir. L'arrestation a été rapide et efficace. Blake s'est rendu sans combattre, mais Victoria a essayé d'utiliser la seringue comme une arme avant d'être plaquée au sol par l'agent Sarah Chen. Toute la rencontre fut terminée en moins de 30 secondes lorsqu'ils eurent leur droit à Blake et Victoria. Je me suis assise sur ma chaise et j'ai regardé la vie de mon fils imploser en temps réel. Il me regarda avec quelque chose entre la haine et l'incrédulité. « Tu nous as tendu un piège, dit-il. Vous avez essayé de me tuer, répondis-je. Je n'ai fait que vous rendre l'appareil. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience fédérale en train de regarder Rebecca Martinez recevoir 4 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive pour les meurtres qu'elle avait commis dans plusieurs États. Les preuves contre elle étaient accablantes, ADN, empreintes digitales, dossiers financiers, le plus accablant de tout, la confession enregistrée qu'elle avait faite dans mon bureau. Blake a reçu 25 ans pour complot en vue de commettre un meurtre et fraude. Alors qu'il l'emmenait enchaîné, il se tourna pour me regarder une dernière fois. Je ne ressentais rien d'autre qu'une froide satisfaction. Les médias m'avaient transformé du jour au lendemain de suspecte de meurtre en victime héroïque. Héritière pétrolière et de le FBI a attrapé une tueuse en série. Il était une bien meilleure publicité que mes titres originaux, et les offres pour des contrats de livres, des droits de film et des interviews affluaient. Je les ai toutes refusées. Certaines histoires étaient trop personnelles pour être partagées avec le monde. Marcus avait fait un excellent travail en gérant les suites juridiques. Toutes les accusations contre moi ont été abandonnées, ma réputation a été rétablie et j'étais libre de retourner à ma vie tranquille au domaine. Mais la tranquillité n'était plus ce que je voulais. Utilisant mes ressources considérables et les liens de Harrison avec les forces de l'ordre, j'avais passé les 6 derniers mois à détruire systématiquement tous les aspects du réseau criminel de Blake et Victoria. Leurs complices ont été arrêtés, leurs biens cachés ont été saisis et leur réputation a été tellement effacée que même leurs codétenus savaient exactement quel genre de monstres ils étaient. Les dettes de jeu de Blake étaient toujours impayées, et les personnes à qui il devait de l'argent n'étaient pas du genre à pardonner. La prison pourrait en fait être l'endroit le plus sûr pour lui, bien que je me sois assuré que des informations sur ses crimes et la richesse de sa famille aient atteint les bonnes oreilles. 25 ans allaient sembler beaucoup plus longs quand on regardait constamment par-dessus son épaule. Pour Victoria, j'avais prévu quelque chose de spécial. Les familles de ses victimes précédentes étaient très intéressées à en apprendre davantage sur son emplacement et ses routines quotidiennes. La justice carcérale fonctionnait selon ses propres règles, et les tueuses en série qui ciblaient les personnes âgées n'étaient pas populaires auprès de la population générale. Mais ma plus grande satisfaction venait de mon testament mis à jour. Le principal de ma fortune serait utilisé pour aider les créatures qui méritent l'amour et les soins plutôt que les prédateurs humains qui ont essayé de me détruire. Blake n'hériterait de rien, sauf de la connaissance que sa cupidité lui avait tout coûté. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Blake. Elle était pleine d'excuses, d'explications et de supplications désespérées de pardon. Il affirmait que Victoria l'avait manipulé, qu'il n'avait jamais eu l'intention que les choses aillent aussi loin, qu'il m'aimait toujours malgré tout ce qui s'était passé. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai jetée dans ma cheminée. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Certaines blessures ne guérissent jamais. Blake avait choisi Victoria et son argent sale plutôt que la mère qui lui avait tout donné, et maintenant il pouvait vivre avec les conséquences de ce choix. Alors que je suis assise ici dans mon bureau, regardant les derricks pétroliers qui ont assuré la richesse et la sécurité de 3 générations de Princewell, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des mois, la paix. Le domaine me semble de nouveau chez moi, il n'est plus souillé par la présence de personnes qui ne me voyaient que comme une source d'argent.
Les pièces résonnent de souvenirs de meilleurs moments où la famille signifiait quelque chose de plus qu'une opportunité financière. J'ai embauché une nouvelle gouvernante, mis à jour mes systèmes de sécurité et changé toutes les serrures. Les clés de Blake ne fonctionnent plus ici, et il ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Mon Nouveau Testament m'apporte une satisfaction quotidienne, sachant que chaque centime de ma fortune ira à des causes qui comptent plutôt qu'aux mains avides qui ont essayé de la voler par le meurtre. Le nom Princewell survivra, mais il sera associé à la générosité et à la compassion plutôt qu'au genre de dysfonctionnement familial que Blake et Victoria représentaient. Ce soir, je me servirai un verre de vin et je porterai un toast à la justice rendue. Pas le genre qui vient des salles d'audience et des juges, mais le genre qui vient du refus d'être la victime de qui que ce soit. Blake et Victoria pensaient avoir affaire à une vieille femme solitaire qui pouvait être facilement manipulée et éliminée. Ils ont appris trop tard que Colin Princewell n'avait pas survécu aussi longtemps en étant faible. Certaines personnes collectionnent l'art ou les bijoux, je collectionne la satisfaction de voir mes ennemis se détruire par leur propre cupidité et leur propre stupidité. Et dans cette collection, la chute de Blake et Victoria occupera toujours une place d'honneur. Et comme cette histoire s'évanouit tranquillement dans l'ombre de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où la mémoire et le mystère s'entrelacent, comprenez que ce n'était jamais qu'une histoire. C'était un éveil. Une impulsion brute de vérité humaine enveloppée de secrets murmurés et d'émotions voilées. Chaque mot un éclat de réalité fracturée, chaque phrase un pont entre les mondes vus et invisibles, entre la lumière de la révélation et le sombre abîme de ce qui reste non dit. C'est ici, dans cet espace liminal, que les histoires respirent leur magie la plus puissante, remuant les chambres les plus profondes de votre âme, provoquant les peurs tacites, les désirs enfouis et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur comme de fragiles braises. C'est le pouvoir de ces contes, de ces confessions numériques murmurées dans le vide où l'anonymat devient le masque de la vérité et chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds à porter seul. Et maintenant, ce secret, cet écho tremblant de la réalité de quelqu'un d'autre, fait partie de votre propre récit ombragé, s'entrelace avec vos pensées, réveillant cette curiosité indéniable, la faim insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà de ce que les histoires n'ont pas encore raconté, quel mystère plane juste hors de portée, attendant que vous les découvriez. Alors, accrochez-vous à ce sentiment, ce fil électrique d'émerveillement et de malaise, car c'est ce qui nous relie tous à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'emballe, si votre esprit s'attarde sur les décides et les peut-être, alors vous savez que l'histoire a fait son travail, sa magie s'est tissée dans le tissu de votre être. Alors, avant de vous éloigner de ce royaume, souvenez-vous de ceci, chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation murmurée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser l'obscurité et la lumière. Et si vous vous êtes perdu, si vous vous êtes trouvé changé même légèrement, alors honorez cette connexion en gardant la flamme allumée. Aimez cette vidéo si l'histoire vous a hanté. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté des chercheurs qui traquent les vérités invisibles et sonnez la cloche pour être le premier à saluer la prochaine confession, la prochaine ombre, la prochaine révélation attendant de surgir des profondeurs. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous les invoquons, nous devenons des vaisseaux pour l'oublier, le cacher et le non-dit. Et vous, chers auditeurs, êtes devenus une partie de ce rituel sacré. Alors, jusqu'à ce que le prochain conte vous trouve dans les heures calmes, gardez vos sens aiguisés, votre cœur ouvert et n'arrêtez jamais de chasser les murmures dans le silence. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.